Salut à tous, c'est Ben au micro et vous écoutez le 5e numéro de notre nouveau format Profil, votre émission de scouting NBA qui consacre chacun de ses épisodes à disséquer pendant 15 minutes le jeu d'un joueur NBA. Une émission que vous pouvez retrouver en avant-première tous les mercredis soirs à 20h sur YouTube et plus tard, en fin de semaine, sur les plateformes où vous écoutez vos podcasts. Pour m'accompagner cette semaine, on retrouve Alan. Ça va Alan ? Très bien, salut Ben, salut tout le monde. Alan, on n'est que nous deux puisque tu as été le scout de la semaine après Nicolas Batum il y a un mois de ça. On vous invite à l'écouter. Tu as scouté un autre joueur de la conférence S, D'Angelo Russell. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur l'arrière / meneur / tu vas nous dire son poste en fait des Nets. C'est ça. Alors j'ai eu la chance de suivre D'Angelo Russell depuis un mois quasiment. Donc D'Angelo Russell a.k.a. le paresseux du Barclays Center. On peut l'appeler comme ça, je pense, cet animal qui est sympathique, mais qui est un petit peu endormi parfois. C'est un petit peu l'image que j'avais d'un D'Angelo Russell avant de le voir. Un joueur qui est donc dans sa 4e année NBA, qui joue surtout pour un deuxième contrat, qui joue pour montrer s'il peut être une pièce importante d'une équipe qui gagne en NBA, ou si, comme dans des podcasts où j'ai pu l'entendre, dont celui de Nate Duncan, on le voit plus comme un energizer scoreur en sortie de banc. Et la situation dans laquelle j'ai suivi Russell, elle est un petit peu cocasse, parce que si on doit tout dire aux auditeurs, on avait des idées que j'allais scouter Caris LeVert, en fait, il y a un mois. Moi, on hésitait entre lui et D'Angelo Russell, puis en fait, premier match où je devais regarder LeVert se pète, donc impossibilité de regarder LeVert, et donc j'ai switché sur D'Angelo, ce que D'Angelo a du mal à faire sur le terrain, switcher. Mais et ça a eu une double conséquence. Donc comme j'ai dû changer de joueur, comme vous voulez. Et la deuxième conséquence, c'est que le jeu et l'importance de D'Angelo Russell a changé du tout au tout depuis la blessure de Caris LeVert. Donc c'était intéressant. Donc sans le savoir, sans le vouloir, j'ai pu voir en fait D'Angelo en véritable première option offensive des Nets pendant un mois. Et en fait, ce qu'on peut un petit peu se demander, si on doit un peu poser une question, c'est quel est le futur de D'Angelo Russell en tant que... Est-ce que D'Angelo Russell peut être deuxième option? Première, je pense pas, deuxième option d'une équipe qui gagne en NBA. Est-ce qu'une équipe va lui offrir ça l'an prochain? Et on va essayer de donner des éléments de réponse à ça. Ces stats sur l'ensemble du mois, j'ai isolé l'ensemble du mois, elles sont pas si mal que ça. Si on regarde, ça a plutôt de la gueule. C'est plus de 20 points, c'est plus de 6 passes,5, quasiment 3 interceptions et demie par match. On va voir qu'il vit en défense par les interceptions parce que le reste c'est très compliqué. Et si on regarde ses stats au tir, il est dans une équipe coachée par Atkinson qui se veut plutôt analytique, mais lui il est un petit peu en électron libre, pardon. 40% de ses tirs sont pris à 3 points, avec une réussite aux alentours 37% sur la période, ce qui est vraiment pas mal. Il a plutôt mis dedans D'Angelo, avec surtout une belle réussite en catch and shoot, 39% sur ce type d'action. En fait, c'est ce que j'avais noté sans aller regarder les stats quand je regardais les matchs. Il est beaucoup plus à l'aise en catch and shoot que en pull-up ou quand il doit se créer son tir. On reviendra sur ça. Par contre, un true shooting qui est un peu en difficulté, on va dire, aux alentours de 50%. C'est parce qu'il prend pas mal de tirs mauvais et qu'il a une faible réussite proche du panier, ce qui fait baisser son true shooting. En quelque sorte, c'est une stat qui marche un peu comme ça. Si on regarde en attaque, parce qu'on va surtout se concentrer sur l'attaque. Quand on parle d'Angelo Russell, c'est un joueur qui fait des highlights, c'est un attaquant qui était réputé fort en NCAA avant sa draft. Ça reste un playmaker de talent et le dépositaire du jeu des Nets. Il est à 34% des passes décisives des Nets quand il est sur le terrain, un usage de 29.2. Si on le compare avec son usage avant la blessure de LeVert, c'était aux alentours de 18-19. Il a pris 10 points sur l'ensemble de la période, ce qui est énorme. Et on a vraiment vu le D'Angelo Russell en maestro de l'attaque des Nets pendant ce mois-ci, dans un jeu très moderne. Ça joue beaucoup de pick and roll. Si on regarde les Nets, on a même l'impression que c'est une caricature, que c'est dans l'excès. Mais le pick and roll d'Angelo Russell, Jarrett Allen, ou d'Angelo Russell, Rondell Jefferson, c'est l'action numéro 1 de l'attaque des Nets. Et ça marche plutôt bien. Franchement, il y a une relation plutôt intéressante entre Russell et Jarrett Allen surtout. Avec souvent un troisième joueur qui est utilisé dans le schéma pour le libérer dans un coin ou à 45 degrés. Parce qu'il passe au milieu de l'écran, qui passe au milieu du terrain. C'est souvent pour un Joe Harris ou un Allen Crabbe, des joueurs qui sont ici pour shooter autour d'Angelo qui est le ball handler dominant, et Allen qui est le poseur d'écran et qui après fonce vers le cercle.
C'est l'action typique de D'Angelo Russell, c'est ça, c'est il prend l'écran, il va patienter, passer un petit peu avoir son défenseur dans le dos, et puis il va regarder, il va analyser, soit faire sa passe, soit aller au cercle, et c'est là où il a un petit peu plus de mal. Le premier problème d'Angelo Russell, et le plus important pour moi, c'est son incapacité à créer de la séparation. On avait un petit peu cette peur-là en NCAA, mais on pensait que tellement il était facile, tellement il avait de bonnes capacités de passe, il pourrait un petit peu éviter d'avoir ce problème. Mais c'est un problème qui en NBA est très très problématique, vu que c'est un problème. Mais voilà, le manque de séparation qu'il arrive à créer, c'est un problème dans tout son jeu. Pourquoi il est bien meilleur en catch and shoot qu'en pull-up? C'est parce que il n'a pas son défenseur qui l'embête au moment de tirer, et pourquoi il a autant de mal à finir proche du cercle, c'est parce qu'il crée pas de séparation. D'Angelo Russell, quand il arrive à mettre des paniers proches du cercle, c'est parce qu'en fait je vais pas employer le terme d'esthète que Tom a employé la semaine dernière pour Jamal Murray, mais c'est un joueur qui a des moves. Voilà, il fait un peu de spectacle. Quand il va finir au cercle facilement, quand il va réussir à crosser et à passer son vis-à-vis, quand il va avoir face à lui un joueur qui est pas très bon en défense, qui est pas très bas sur ses jambes, sur le pick and roll et compagnie, mais quand le défenseur est plutôt latent, et D'Angelo il va avoir du mal, il va exploser au contact. Je pense à Jaren Jackson, il y a même mon ami Dwight Howard dans le match contre les Wizards qui a réussi à l'embêter, alors que les Wizards cette année c'est pas exceptionnel. Bam Adebayo du Heat aussi, ça a été un petit peu compliqué. DeAndre Jordan de Dallas. Donc là, il a eu pas mal de difficultés. D'Angelo Russell, comme je l'ai dit, c'est un bon attaquant, c'est surtout parce qu'il a une superbe alternance de vitesse en transition. Il arrive très bien à changer de rythme. En fait, on peut penser d'Angelo Russell nonchalant, mais cette nonchalance, en gros, il arrive à la combattre en changeant de rythme parfaitement. Sur transition, ça lui permet de trouver les shooters dans les coins, et il y a des shooters du côté des Nets, Joe Harris, Allen Crabbe. Donc sur transition, c'est fort, et c'est surtout parce que comme tu l'avais présenté dans ta fiche draft avant la draft, comme on l'avait vu, c'est un très bon passeur en fait. Il fait des vrais highlights en passe, mais c'est aussi un joueur qui va faciliter le jeu par des bonnes capacités de passe. Son manque de séparation, comme je l'ai dit, on en avait peur avant la draft. Et pour moi, c'est son problème principal. Il crée pas de séparation, et en fait, quand il joue contre un défenseur, même un meneur qui est un peu plus grand, qui est un peu plus athlétique, qui a des longs segments, ça l'embête, parce que quand il y avait Caris LeVert à côté, il avait pas le ballon en main, il avait pas trop le ballon en main, donc il pouvait jouer, comme j'ai dit, en deuxième ball handler, et puis en shooter. Là, il avait un peu plus de facilité. Par contre, quand il se retrouve à avoir Shai Gilgeous-Alexander, Pat Beverley, même un Kyle Anderson de Memphis sur le dos, là, il a du mal. Il a beaucoup de mal à les passer. En 1 contre 1, il a du mal à finir proche du cercle. L'ensemble de ses layups sont contestés. Donc là, c'est plutôt compliqué en attaque. Mais ça reste le dépositaire de l'attaque des Nets. Une attaque des Nets qui est plutôt bonne quand on pense au personnel qu'à la disposition d'Atkinson et aux côtés d'un joueur comme D'Angelo Russell. Donc le line-up numéro 1 depuis que Russell est le maestro de l'équipe, donc sans LeVert, c'est Russell qui est avec Crabbe, Harris, Hollis Jefferson et Allen, avec quand même, c'est ouf, mais un net rating de plus 17 sur l'ensemble de la saison, ce qui est un offensive rating à 109, un defensive rating à 92. Comme je vais le présenter tout à l'heure très rapidement, la défense de Russell n'a rien à voir avec ce defensive rating à 92, mais offensivement ça marche vraiment bien, comme je l'ai dit, avec cette alternance de pick and roll et de Russell qui arrive à trouver ses coéquipiers facilement, parce que aussi en plus quand il joue son pick and roll, c'est un joueur qui est intéressant à mi-distance. Il a pas mal de petits moves, des runners, des flotteurs. C'est un joueur qui arrive à marquer dans diverses positions. Le problème, je le répète encore une fois, c'est l'incapacité à créer une réelle séparation en attaque. Et puis ensuite, le deuxième line-up qui est intéressant, c'est le line-up avec Spencer Dinwiddie. Spencer Dinwiddie qui est un meneur de jeu qui a le ballon en main. Et vu que Caris LeVert est blessé, Dinwiddie joue plus. Donc Atkinson fait jouer dans les fins de match Dinwiddie et Russell ensemble. Donc le line-up avec Dinwiddie, Russell, Crabbe, et puis Hollis Jefferson et Jarrett Allen, un net rating à plus 3 sur l'ensemble de la saison. C'est positif, ça casse pas 8 pattes à un canard, mais c'est quand même pas mal. Ça soulage Russell qui a besoin de moins porter le ballon, et comme je l'ai dit, on a vu son efficacité en catch and shoot, donc c'est quelque chose qui est intéressant. On passe un petit peu à la défense, où c'est un petit peu
compliqué, on va dire, pour reprendre les mots de Tom. Compliqué, c'est compliqué. En fait, de tous les matchs que j'ai vus, il s'est fait torpiller par tout le monde. C'est-à-dire que si on regarde simplement les box scores, on se rend compte que face à lui, Jeff Teague en a planté 25, Derrick Rose à côté 23, Goran Dragic a fait des excellents matchs contre lui, Shai Gilgeous-Alexander, un de ses meilleurs matchs en carrière, Dennis Smith a passé son temps à le prendre de vitesse, et D'Angelo a fait 2 fautes débiles en l'attrapant par le ventre quasiment pour éviter qu'il le passe. Même Thomas Satoransky, ça m'a marqué que Thomas Satoransky le met totalement à mal d'Angelo Russell. C'est quelque chose qui pour moi je m'attendais à ce que ce soit pas un grand défenseur, mais quand Thomas Satoransky te met à mal, c'est compliqué. Il est jamais très actif sur ses jambes. Il switch sans raison. Alors il y a une 4-5 actions face au hit où il switch sans raison. Mais c'est-à-dire qu'en fait, vu que le coéquipier qui doit switcher ne switche pas, le joueur est tout seul. Et donc c'est des paniers faciles de loin. Et après il regarde un peu ses coéquipiers. Il dit mais non, en fait c'est toi D'Angelo. C'est toi qui l'a fait un peu n'importe quoi. En fait, si on regarde ses stats en interception, c'est ce qui résume sa défense. Il peut faire des pointes en interception parce que voilà, il va couper ligne de passe, il va mettre ses mains, il va mettre un coup de mimine dans la balle sur Kyle Lowry ou sur d'autres joueurs, ça va lui permettre d'intercepter le ballon et de montrer un petit peu d'activité défensive. Mais c'est très compliqué. Il peut embêter ses vis-à-vis sur 1 ou 2 actions. Mais lui, c'est très compliqué, ça en fait un joueur unidimensionnel. Si on veut un petit peu conclure, ce que je notais dans mes notes, c'est vraiment un joueur extrêmement unidimensionnel, le cliché de D'Angelo Russell qu'on avait à la draft. Et puis, comme j'en parlais avec vous, et vous le disiez très bien, avant que j'avais fait les mêmes choses, c'est pas vraiment de progression, des progressions dans son jeu, c'est sûr, et pas de progression dans son profil, si je peux un petit peu le caractériser comme ça. C'est toujours ce joueur très unidimensionnel, qui peut faire des pointes au scoring, qui peut tourner là il tourne à quasiment 20 points par match, c'est très très bien, mais qui a des limitations pour être le leader ou l'option numéro 2 dans une équipe qui gagne et qui a des ambitions NBA, ça c'est sûr. Et après 3 ans et demi dans la ligue, on peut stipuler ça. Le chrono tourne, donc je vais te poser 2 questions. On va peut-être commencer par celle qui me tient à cœur peut-être moi. C'est au niveau de son inconstance. Il est souvent présenté comme un joueur extrêmement inconstant, capable d'éclats de génie et de matchs un peu plus compliqués. J'ai été assez surpris de voir qu'en fouillant au niveau de cette stat, c'est pas forcément vrai. Il a qu'un match à plus de 40 points en carrière. Il y a 53 autres joueurs sur la période qui ont aussi un match à plus de 40 points et il a 10 matchs à 30 points ou plus en carrière. Il est 47e à ce niveau-là. Est-ce que c'est vrai, du coup, cette présentation de D'Angelo Russell comme un pétard ambulant capable de matchs excellents? Je pense que par l'expression pétard ambulant, on se trompe un petit peu de définition pour D'Angelo Russell. En fait, D'Angelo Russell, c'est pas un joueur qui peut d'un coup t'en mettre 50. Il peut, mais il l'a pas montré comme les stats que t'as mentionné le montrent. C'est plus qu'en fait, il est très inconstant. On caractérise souvent le pétard ambulant comme de l'inconstance, mais là, c'est vraiment l'inconstance qui prime chez D'Angelo. C'est-à-dire qu'il peut te mettre 5 points. Après, il peut t'en mettre 25, ça peut être les montagnes russes, mais c'est jamais des montagnes russes qui montent extrêmement haut, si tu veux. Parce que si on regarde les joueurs qui font des pointes à 40, souvent plus de 30, c'est aussi des joueurs qui tournent jamais, qui ont jamais de match catastrophique à 5, 9, 11 points, par exemple. D'Angelo, lui, il est plus capable d'avoir ce genre de match. Ok. Et pour conclure, la destination. Parce que t'as beaucoup parlé de sa free agency qui arrive, il est agent libre cet été. On sait pas ce qui va se passer du côté des Nets. On sait d'abord déjà qu'il a pas été prolongé avant la saison. Est-ce que d'abord tu penses que c'est bien qu'il reste aux Nets et ensuite est-ce que t'as peut-être des idées d'1 ou 2 portes de sortie? Rester honnête, je suis pas sûr que c'est dans l'intérêt des Nets. Les Nets ont fait un coup en essayant de le récupérer parce que les Lakers voulaient libérer la place pour Lonzo. Donc ils ont se débarrasser du salaire de Mozgov, donc Russell a été un petit peu le sacrifié, mais sa saison passée a été un petit peu compliquée. Là il a le temps de jeu, il est pas blessé, donc il montre un peu tout ce qu'il peut montrer, et c'est un petit peu compliqué. Je pense que pour les Nets ça va dépendre de leur free agency. S'ils se loupent sur des profils plus intéressants, plus onéreux, ils peuvent se rebattre sur D'Angelo, mais donner de l'argent à un joueur qui est autant unidimensionnel malgré tout le talent qu'il a offensivement, c'est un petit peu compliqué. Là où je le vois plus, c'est
Alors je vais pas être extrémiste en disant voilà je le vois comme un energizer en sortie de banc, un joueur qui arrive, un joueur de sixième joueur d'une rotation. Je peux le voir rester dans un 5 de départ, mais il faudrait vraiment à côté de lui 2 joueurs dominants, vraiment dominants. Et donc en destination c'est un petit peu plus compliqué. Tu me parlais en off d'Orlando. Si Steve Clifford veut jouer beaucoup de pick and roll avec Mo Bamba, Jonathan Isaac, ça peut être intriguant, mais avec déjà Fournier sur la base arrière, c'est compliqué défensivement. Même ça ferait un petit peu un rappel des Nets, parce que même Bamba, Isaac peuvent rattraper des choses, mais c'est dommage d'avoir rattrapé autant de choses. Donc je peux le voir au Magic. Je peux le voir dans une équipe comme Memphis si ça peut donner un peu d'argent. Mais Tom dira mieux que moi que c'est très compliqué. C'est juste qu'en fait il faudrait un profil de meneur très très propre défensivement, mais qui a aussi un playmaker en attaque. Un Mike Conley, un joueur comme ça, on en trouve pas partout, et c'est plus D'Angelo. En fait on en est à un état où, un moment où il faut qu'on s'adapte à D'Angelo, alors que D'Angelo a pas les capacités et ni le niveau pour qu'on s'adapte à lui. Bah, je pense que Alan, merci d'abord pour ce profil, et ensuite je pense qu'on va conclure comme ça. On vous rappelle de nous suivre sur les réseaux sociaux comme Facebook, Twitter, de vous abonner sur YouTube pour écouter ce podcast profil en avant-première, les mercredis à 20h, puis plus tard dans la journée de jeudi sur les plateformes de podcast. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu. J'ai enfin pu lâcher cette phrase de youtubeur. Je suis plutôt heureux. Et nous, on va se retrouver la semaine prochaine pour un nouveau profil.